Une vérité dérangeante traverse les siècles en silence. Certains savoirs ne disparaissent pas. Ils sont cachés, protégés, réservés à ceux qui osent voir au-delà des apparences. Et si la réalité financière n'était pas simplement le fruit du hasard ou de l'effort, mais l'expression d'un code intérieur que très peu savent activer? Ce que vous allez découvrir ici dépasse la motivation ordinaire. Sur cette chaîne, Puissants livres oubliés, nous révélons des connaissances rares, enfouies dans le temps, capables de transformer la perception et la destinée. Car derrière chaque résultat visible se cache une structure invisible. Et comprendre cette structure, c'est commencer à réécrire sa réalité. La plupart des êtres humains avancent dans une existence qu'ils n'ont jamais réellement choisie en pleine conscience. Ils suivent des chemins déjà tracés, répètent des schémas invisibles, poursuivent des objectifs qui semblent leur appartenir, sans jamais questionner le mécanisme profond qui organise leur expérience. Ils observent les résultats, réagissent aux circonstances, espèrent des changements, mais ignorent souvent ce qui, en amont, façonne silencieusement leur réalité. Et c'est précisément là que se cache le point aveugle. Car derrière chaque situation qui se répète, chaque difficulté persistante, chaque limite qui semble infranchissable, se dissimule une structure intérieure. Une architecture subtile, construite au fil du temps, nourrie par les croyances héritées, les émotions accumulées et les perceptions forgées dans l'inconscient. Ce n'est pas simplement ce que l'on fait qui détermine la réalité, c'est ce que l'on porte intérieurement, souvent sans le savoir. Comme un programme silencieux, ce code invisible influence les choix, filtre les opportunités et conditionne même la manière dont le monde répond. Certaines personnes travaillent plus, d'autres réfléchissent davantage, mais peu prennent le temps d'observer ce système intérieur qui orchestre tout. Pourtant, ce code agit en permanence, même lorsque l'on croit agir librement. Il crée des répétitions, attire des situations similaires, maintient des plafonds invisibles qui semblent inexplicables. Et tant qu'il reste inconscient, il continue de produire les mêmes résultats, encore et encore, comme une boucle dont on ignore l'origine. Comprendre cela ne consiste pas simplement à accumuler de nouvelles idées. C'est un basculement profond. C'est réaliser que la réalité extérieure n'est pas une fatalité, mais une conséquence. Une projection, en quelque sorte, de ce qui se joue à l'intérieur. Et lorsque cette compréhension commence à émerger, quelque chose change subtilement. L'attention se déplace, l'énergie n'est plus uniquement dirigée vers l'extérieur, mais revient vers la source. C'est à cet instant précis que la transformation devient possible, non pas comme un effort forcé, mais comme un processus conscient. Sortir de la réaction pour entrer dans la création. Cesser de subir les circonstances pour commencer à influencer les causes. Cela demande une forme de lucidité, presque une discipline intérieure, car il est plus facile de blâmer l'extérieur que d'explorer ce qui, en soi, demande à être vu. Mais pour ceux qui osent franchir ce seuil, une nouvelle perspective apparaît. Une compréhension plus fine, plus subtile, de la manière dont la réalité se construit. Et avec elle, une possibilité rarement explorée, celle de réécrire ce code invisible. Lentement, consciemment, en transformant les croyances, en apaisant les émotions, en redéfinissant la perception. Ce n'est pas une promesse instantanée, c'est un processus, mais c'est un processus réel. Et c'est précisément là que commence le véritable pouvoir, dans cette capacité à reconnaître que la réalité n'est pas seulement vécue, elle est créée de l'intérieur vers l'extérieur. L'illusion du hasard dans la réalité financière. La plupart des êtres humains regardent leur situation financière comme une suite d'événements imprévisibles. Ils parlent de chance, de malchance, d'opportunités qui apparaissent ou disparaissent sans logique apparente. Ils observent les résultats,
sans percevoir les mécanismes invisibles qui les précèdent. Et ainsi, une croyance s'installe silencieusement, celle que la réalité financière serait en grande partie aléatoire. Pourtant, derrière cette impression de chaos, se cache une organisation beaucoup plus subtile, presque mathématique dans sa précision. Chaque résultat que l'on expérimente est précédé d'un enchaînement de pensées, d'émotions, de décisions et de comportements. Mais ces éléments ne sont pas toujours conscients. Ils se déroulent en arrière-plan, comme un programme qui tourne sans interruption. Ce programme influence la manière dont une personne perçoit une opportunité, la façon dont elle réagit face à un risque ou encore les choix qu'elle fait dans des moments décisifs. Ainsi, ce qui semble être un événement extérieur imprévisible est souvent la conséquence d'un processus intérieur déjà en mouvement. Prenons un instant pour observer une situation simple. Deux personnes peuvent être exposées à la même opportunité financière. L'une va la saisir, l'autre va hésiter ou la rejeter. De l'extérieur, cela peut sembler être une question de timing ou de chance. Mais en réalité, la différence se situe dans la structure intérieure de chacune. Les croyances sur l'argent, les expériences passées, le rapport au risque, la perception de sa propre valeur, tout cela agit comme un filtre. Ce filtre détermine ce qui est perçu comme possible ou impossible, accessible ou dangereux. Ce phénomène crée une illusion puissante. En observant uniquement les résultats visibles, on oublie les causes invisibles. On voit une réussite et on parle de chance. On voit un échec et on parle de malchance. Mais ce langage masque une vérité plus profonde. Les résultats ne sont pas distribués de manière aléatoire. Ils émergent d'un système cohérent, même si ce système reste inconscient. L'esprit humain aime simplifier ce qu'il ne comprend pas. Le hasard devient alors une explication confortable. Il permet d'éviter une question plus exigeante. Quelle est la part de responsabilité intérieure dans ce que je vis? Cette question peut déranger, car elle implique que le pouvoir de transformation ne se situe pas uniquement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Elle suggère que les limites perçues ne sont pas seulement imposées par le monde, mais parfois entretenues par des mécanismes internes. Dans le domaine financier, ces mécanismes sont particulièrement puissants. L'argent n'est pas seulement un outil économique. Il est chargé de significations émotionnelles, sociales et psychologiques. Certaines personnes associent l'argent à la sécurité, d'autres au stress, d'autres encore à la culpabilité ou au danger. Ces associations influencent profondément les comportements. Une personne qui inconsciemment associe l'argent à quelque chose de négatif pourra, sans s'en rendre compte, repousser des opportunités ou saboter ses propres progrès. Ce processus ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Il peut prendre des formes subtiles, procrastination, hésitation excessive, choix répétitifs, qui maintiennent dans une zone de confort limitée. À chaque fois, le résultat semble venir de l'extérieur, mais en réalité, il est le produit d'une interaction entre l'environnement et le monde intérieur. Comprendre cela demande un changement de perspective. Il ne s'agit plus de regarder la réalité comme une série d'événements isolés, mais comme un système dynamique. Un système où chaque élément influence les autres. Les pensées influencent les émotions influencent les décisions influencent les résultats. Et ces résultats, à leur tour, renforcent les croyances initiales. Ce cycle crée une forme de stabilité. Même lorsqu'une personne souhaite changer sa situation, elle peut se retrouver ramenée vers des schémas familiers. Non pas par manque de volonté, mais parce que le programme intérieur continue de fonctionner selon les anciennes règles. C'est ce qui donne l'impression d'être bloqué, comme si quelque chose empêchait le changement malgré les efforts. Dans ce contexte, parler de hasard devient une simplification excessive. Ce que l'on appelle « chance » est souvent la rencontre entre une préparation intérieure et une opportunité extérieure. Ce que l'on appelle « malchance »
peut être le résultat d'un désalignement entre ces deux dimensions. Cela ne signifie pas que tout est contrôlable ou prévisible, mais cela indique que la part intérieure joue un rôle beaucoup plus important qu'on ne le pense. Ce regard transforme profondément la manière d'aborder la réalité financière. Au lieu de chercher uniquement des solutions externes, l'attention se tourne aussi vers l'intérieur. Quelles sont les croyances présentes? Quelle est la relation émotionnelle à l'argent? Quels sont les schémas qui se répètent? Ces questions ouvrent un espace de compréhension qui dépasse la simple observation des résultats. En explorant cet espace, une nouvelle forme de responsabilité apparaît, non pas une responsabilité lourde ou culpabilisante, mais une responsabilité créatrice. Elle repose sur l'idée que, même si toutes les circonstances ne peuvent être contrôlées, la manière dont elles sont interprétées et utilisées peut être transformée. Cette transformation ne se produit pas instantanément. Elle demande une observation attentive, une certaine honnêteté envers soi-même et une volonté de remettre en question ce qui semblait évident. Mais elle ouvre aussi une possibilité nouvelle, celle de sortir progressivement des schémas répétitifs pour entrer dans une dynamique plus consciente. La réalité financière cesse alors d'être perçue comme un terrain imprévisible et devient un espace d'exploration. Chaque situation, chaque résultat devient une information, un indice sur le fonctionnement du système intérieur. Et plus cette compréhension s'affine, plus les choix deviennent précis, plus les actions deviennent alignées et plus les prinams commencent à évoluer. Ce processus révèle une vérité simple mais puissante. Le hasard n'est souvent qu'un mot utilisé pour décrire ce que l'on n'a pas encore compris. Derrière ce mot se cachent des mécanismes, des structures, des interactions qui peuvent être observées, étudiées et, dans une certaine mesure, transformées. Ainsi, la première étape de toute transformation financière profonde ne consiste pas à courir après de nouvelles opportunités, mais à développer une nouvelle manière de voir. Voir au-delà des apparences, au-delà des explications superficielles, pour percevoir la logique invisible qui relie les pensées, les émotions et les résultats. C'est dans cette compréhension que réside le véritable pouvoir. Non pas le pouvoir de contrôler chaque événement, mais celui d'influencer la manière dont ces événements prennent forme dans l'expérience. Et lorsque cette influence devient consciente, la réalité elle-même commence à répondre différemment. Le subconscient, le véritable architecte caché. Une grande partie de ce que l'on appelle choix n'est en réalité qu'une exécution silencieuse de programmes déjà installés. L'être humain aime croire qu'il décide consciemment de sa vie, qu'il agit selon sa volonté, qu'il oriente librement sa direction. Pourtant, derrière cette impression de contrôle se cache une mécanique bien plus profonde, plus discrète et infiniment plus influente, le subconscient. C'est dans cet espace invisible que se construisent les réactions automatiques, les préférences, les peurs, les attirances et les décisions qui semblent spontanées. Et tant que ce mécanisme reste inconnu, la liberté reste partielle, voire illusoire. Le subconscient n'est pas une entité mystique, mais une structure fonctionnelle. Il enregistre, classe et reproduit. Depuis l'enfance, chaque expérience, chaque émotion intense, chaque parole répétée s'inscrit comme une empreinte. Ces empreintes ne disparaissent pas. Elles deviennent des références internes, des filtres à travers lesquels la réalité est interprétée. Ainsi, lorsque l'adulte pense choisir, il réagit souvent selon des modèles déjà intégrés. Ces modèles déterminent ce qui semble possible, ce qui paraît risqué, ce qui attire ou repousse. Dans le domaine financier, cette influence devient particulièrement visible. Deux individus peuvent avoir accès aux mêmes informations, aux mêmes ressources, aux mêmes opportunités. Pourtant, leurs décisions diffèrent profondément. L'un avance, tente, ajuste. L'autre hésite,
doute, se retire. Ce contraste ne provient pas uniquement d'un manque de connaissances. Il révèle une programmation interne différente. L'un a intégré des schémas favorables à l'expansion, l'autre porte des associations limitantes, souvent inconscientes. Le subconscient fonctionne comme un système de protection. Il cherche la cohérence et la sécurité. Ce qu'il connaît devient une zone de confort, même si cette zone est insatisfaisante. Ainsi, une personne peut désirer consciemment plus d'abondance. Mais si son subconscient associe l'argent à la pression, à la perte ou au conflit, il va inconsciemment freiner toute progression. Ce frein ne se manifeste pas comme un refus clair, mais comme une série de micro-décisions. Reporter une action, éviter une opportunité, sous-estimer sa valeur, accepter moins que ce qui est possible. Ce phénomène crée une dissonance intérieure. D'un côté, une intention consciente. De l'autre, un programme silencieux qui oriente dans une direction opposée. Cette contradiction génère souvent de la frustration. La personne a l'impression de faire des efforts sans obtenir les résultats attendus. Elle peut même se juger, se considérer comme indisciplinée ou malchanceuse. Pourtant, le véritable facteur n'est pas visible à ce niveau. Il se situe dans la structure qui orchestre ses comportements. Le subconscient ne raisonne pas comme l'esprit conscient. Il ne distingue pas toujours le passé du présent. Une expérience ancienne, chargée d'émotions, peut continuer à influencer les décisions actuelles sans que la personne en soit consciente. Par exemple, une situation où l'argent a été associé à un conflit familial peut laisser une empreinte durable. Cette empreinte peut ensuite se traduire par une réticence à accumuler de la richesse, par peur inconsciente de recréer ce type de tension. De la même manière, les messages répétés dans l'environnement jouent un rôle déterminant. Les phrases entendues durant l'enfance, les croyances culturelles, les récits collectifs sur la richesse ou la réussite s'inscrivent progressivement dans le subconscient. Avec le temps, ces idées deviennent des vérités implicites. Elles ne sont plus questionnées. Elles influencent la perception et les décisions comme si elles faisaient partie de la réalité elle-même. Ce qui rend ce mécanisme si puissant, c'est son invisibilité. Une personne peut passer des années à chercher des solutions externes sans jamais remettre en question la programmation interne. Elle peut accumuler des connaissances, suivre des stratégies, imiter des modèles de réussite, sans comprendre pourquoi les résultats restent limités. Le subconscient agit alors comme un filtre constant, sélectionnant, interprétant et modulant chaque expérience. Pourtant, ce système n'est pas figé. Il peut être observé, compris et progressivement transformé. La première étape consiste à reconnaître son existence. Accepter que toutes les décisions ne sont pas purement conscientes ouvre déjà une porte. Cela permet de déplacer le regard. Au lieu de se focaliser uniquement sur les actions visibles, l'attention commence à inclure les mécanismes invisibles. Observer ses propres réactions devient alors une pratique essentielle. Pourquoi une opportunité suscite-t-elle de l'enthousiasme chez l'un et de la peur chez l'autre? Pourquoi certaines décisions semblent naturelles et d'autres difficiles? Ces questions ne cherchent pas des réponses immédiates, mais ouvrent un espace de compréhension. Elles révèlent des schémas, des répétitions, des tendances. À mesure que cette observation se développe, une forme de lucidité apparaît. Les automatismes deviennent visibles. Les réactions cessent d'être totalement mécaniques. Un espace se crée entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace, une possibilité nouvelle émerge, celle de choisir différemment, non pas en forçant, mais en comprenant. Cette compréhension permet également de redéfinir la relation à l'échec. Lorsque le subconscient est impliqué, un résultat insatisfaisant n'est plus perçu comme une preuve d'incapacité, mais comme une indication. Il signale qu'un programme interne est actif. Plutôt que de se juger, l'individu peut utiliser cette information pour explorer ce qui, en lui, influence ce résultat.
Le travail sur le subconscient ne consiste pas à supprimer des parties de soi, mais à les intégrer. Chaque croyance, chaque réaction a une origine. Comprendre cette origine permet de transformer la relation que l'on entretient avec elle. Ce processus demande du temps, de la patience et une certaine honnêteté intérieure, mais il ouvre un champ de transformation profond. Dans cette dynamique, les affirmations, les visualisations et les pratiques de reprogrammation prennent tout leur sens. Elles ne sont pas des solutions magiques, mais des outils. Utilisées avec conscience, elles permettent d'introduire de nouvelles références dans le subconscient. Avec la répétition et l'émotion appropriée, ces nouvelles références peuvent progressivement remplacer les anciennes. Cependant, la transformation ne repose pas uniquement sur des techniques, elle implique un alignement global. Les pensées, les émotions et les actions doivent converger. Lorsque cet alignement se produit, le subconscient commence à intégrer une nouvelle cohérence. Les décisions deviennent plus fluides, les résistances diminuent et les résultats commencent à évoluer. Ce processus révèle une réalité essentielle. Le subconscient n'est pas un obstacle, mais un levier. Lorsqu'il fonctionne de manière inconsciente, il limite. Lorsqu'il est compris et orienté, il amplifie. Il devient un allié puissant dans la création d'une réalité différente. Ainsi, la véritable transformation financière ne commence pas uniquement dans le monde extérieur, mais dans cet espace intérieur où se forment les décisions. En explorant et en reprogrammant ce niveau profond, l'individu ne change pas seulement ses actions, il change la source même de ses actions. Et lorsque la source change, les résultats finissent toujours par suivre. Les fréquences intérieures et leur impact sur la matière. Au-delà des pensées visibles et des actions mesurables, un autre niveau agit en permanence, silencieux mais déterminant, celui des états intérieurs. Chaque émotion, chaque sensation profonde, chaque tension ou ouverture dans l'être humain génère une qualité particulière d'énergie. Cette qualité, bien qu'invisible, influence la manière dont la réalité est perçue, interprétée et vécue. Beaucoup considèrent encore les émotions comme des réactions passagères, sans comprendre qu'elles constituent en réalité un langage subtil qui dialogue en continu avec l'environnement. Le terme « fréquence » peut sembler abstrait, mais il décrit une réalité simple. Chaque état intérieur possède une vibration spécifique. La peur, par exemple, resserre, contracte, limite. Elle oriente l'attention vers les dangers, amplifie les risques perçus et pousse à la prudence excessive. À l'inverse, des états comme la confiance ou la gratitude ouvrent, fluidifient, élargissent la perception. Ils permettent de voir des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Ainsi, ce que l'on ressent profondément agit comme un filtre dynamique, modifiant non seulement la perception, mais aussi la manière d'interagir avec le monde. Dans le domaine financier, cet aspect est souvent sous-estimé. Les stratégies, les compétences et les informations sont importantes, mais elles ne fonctionnent jamais indépendamment de l'état intérieur. Une personne peut posséder toutes les connaissances nécessaires, mais si elle agit dans un état de peur ou de doute constant, ses décisions seront influencées par cette fréquence. Elle hésitera au moment d'agir, anticipera des scénarios négatifs et pourra même éviter inconsciemment certaines opportunités. À l'inverse, une personne dans un état de stabilité intérieure et de confiance prendra des décisions plus claires, plus rapides et plus alignées. Ce mécanisme ne relève pas d'une simple attitude mentale. Il implique une interaction profonde entre le corps, l'esprit et les émotions. Les sensations physiques accompagnent les états intérieurs. Une tension dans la poitrine, une respiration courte, une crispation musculaire traduisent souvent une fréquence de stress ou d'insécurité. À l'opposé, une respiration ample, une sensation d'ouverture et de calme indiquent un état plus cohérent.
Ces signaux corporels ne sont pas anodins. Ils influencent directement la manière dont l'information est traitée et les décisions sont prises. Les interactions humaines sont également profondément affectées par ces fréquences. Même sans mots, les états intérieurs se transmettent. Une personne en état de tension peut créer un climat de méfiance ou de distance. Une personne en état d'ouverture peut générer un espace de confiance et de coopération. Dans les échanges professionnels, ces nuances jouent un rôle crucial. Elles influencent la qualité des relations, la capacité à négocier, à convaincre, à collaborer. Ce qui rend ce phénomène encore plus subtil, c'est qu'il agit souvent à un niveau inconscient. Une personne peut croire qu'elle agit de manière rationnelle, alors que ses décisions sont en grande partie influencées par son état émotionnel du moment. Cette influence ne se limite pas aux grandes décisions. Elle se manifeste dans une multitude de micro-choix. Répondre à un message, proposer une idée, saisir une opportunité, persévérer ou abandonner. Chaque micro-choix, influencé par la fréquence intérieure, contribue à construire la réalité globale. Avec le temps, ces états intérieurs répétés créent des tendances. Une personne qui vit majoritairement dans des états de doute ou de peur renforce ces circuits. Elle attire ou sélectionne des expériences qui confirment ces états. À l'inverse, une personne qui cultive des états de confiance, de clarté et d'ouverture développe une dynamique différente. Les opportunités semblent plus nombreuses, les obstacles plus surmontables, les interactions plus fluides. Ce n'est pas nécessairement le monde extérieur qui change radicalement, mais la manière dont il est perçu et utilisé. Ce phénomène donne naissance à une idée souvent mal comprise, l'attraction. Il ne s'agit pas d'une force magique qui répond instantanément au désir, mais d'un processus cohérent. Les états intérieurs influencent les perceptions influencent les décisions influencent les actions, et les actions produisent des résultats. L'ensemble forme un cycle. Ce cycle peut sembler invisible, mais il est constamment en mouvement. Comprendre ce cycle permet de sortir d'une vision fragmentée de la réalité. Au lieu de séparer les émotions, les pensées et les résultats, on commence à les voir comme interconnectés. Chaque élément influence les autres. Cette vision systémique ouvre une nouvelle possibilité, celle d'agir à la source. Plutôt que de tenter de modifier uniquement les résultats, l'individu peut travailler sur les états intérieurs qui les précèdent. Ce travail ne consiste pas à nier les émotions difficiles ou à se forcer à ressentir autre chose. Il s'agit d'abord de reconnaître ces états, de les observer sans jugement et de comprendre leur origine. Une peur peut être liée à une expérience passée, une croyance ou une anticipation. En prenant conscience de ces liens, l'émotion perd une partie de son pouvoir automatique. Elle devient une information plutôt qu'une directive. Progressivement, il devient possible de cultiver des états plus cohérents. Cela peut passer par des pratiques simples, respiration consciente, attention portée au corps, moments de silence, gratitude intentionnelle. Ces pratiques ne changent pas immédiatement les circonstances, mais elles modifient la qualité de l'expérience intérieure. Et cette modification, répétée dans le temps, influence les décisions et les actions. Dans ce processus, la cohérence joue un rôle central. Lorsque les pensées, les émotions et les actions sont alignées, une stabilité apparaît. Cette stabilité facilite la prise de décision, renforce la confiance et permet de maintenir une direction malgré les fluctuations extérieures. Elle crée une base solide sur laquelle des résultats plus durables peuvent se construire. Il est également important de comprendre que les fréquences intérieures ne sont pas fixes. Elles évoluent en fonction des expériences, des habitudes et de l'attention. Une personne peut passer d'un état de stress à un état de calme, d'un état de doute à un état de clarté. Cette capacité de transformation est une ressource essentielle. Elle montre que même si certains schémas sont ancrés, ils ne sont pas immuables.
Dans le domaine de la création financière, cette compréhension change profondément l'approche. Au lieu de chercher uniquement des stratégies externes, l'individu intègre la dimension intérieure. Il devient attentif à son état au moment de prendre une décision, à la qualité de son attention, à la manière dont il réagit aux événements. Cette vigilance ne limite pas l'action, elle la rend plus précise. Avec le temps, cette précision se traduit par des résultats différents. Les décisions deviennent plus cohérentes, les actions plus efficaces, les relations plus harmonieuses. La réalité commence à refléter cette transformation intérieure. Ce n'est pas un changement instantané, mais une évolution progressive. Chaque ajustement intérieur modifie légèrement la trajectoire, et ces modifications s'accumulent. Ce processus révèle une vérité essentielle. La matière n'est pas influencée uniquement par des actions visibles, mais aussi par des états invisibles. Ce que l'on ressent en profondeur ne reste pas confiné à l'intérieur. Cela s'exprime, se traduit, se manifeste dans la manière d'agir et d'interagir. Ignorer cette dimension revient à ignorer une partie importante du mécanisme. Ainsi, comprendre et travailler avec les fréquences intérieures ne relève pas d'une croyance abstraite, mais d'une observation concrète. C'est reconnaître que l'être humain n'est pas seulement un acteur extérieur, mais aussi un générateur d'états qui influence sa trajectoire. Et en développant cette conscience, il devient possible d'orienter ces états de manière plus intentionnelle. À partir de là, la réalité financière cesse d'être perçue comme une série d'événements indépendants et devient le reflet d'un système vivant en interaction constante avec l'intérieur. Et dans ce système, chaque état, chaque émotion, chaque sensation joue un rôle, parfois discret, mais toujours significatif. Les affirmations qui reprogramment la réalité. Les mots que l'on répète intérieurement ne sont jamais neutres. Ils tracent des chemins invisibles dans l'esprit, façonnent la perception et influencent les décisions bien avant qu'une action ne soit posée. Beaucoup parlent sans conscience, répètent des phrases héritées de leur environnement, nourrissent des dialogues internes qui limitent sans même s'en rendre compte. Pourtant, ces mêmes mots, lorsqu'ils sont utilisés avec précision, peuvent devenir des outils de transformation profonds. Ils ne changent pas seulement la manière de penser, ils modifient progressivement la structure intérieure à partir de laquelle la réalité est interprétée. Chaque individu possède un langage intérieur constant. Ce flux de pensée, souvent automatique, commente les événements, interprète les situations et émet des jugements. Lorsqu'une personne répète intérieurement « ce n'est pas pour moi »,« je n'y arriverai pas » ou « je n'ai pas les capacités », ces phrases ne disparaissent pas après avoir été pensées. Elles s'inscrivent, se renforcent et deviennent des références. Avec le temps, elles cessent d'être de simples pensées pour devenir des convictions implicites. Et ces convictions influencent directement les comportements. Les affirmations, dans leur essence, consistent à introduire consciemment de nouvelles phrases dans ce flux intérieur. Mais leur efficacité ne réside pas simplement dans la répétition mécanique de mots positifs. Elle dépend de plusieurs éléments subtils: la cohérence émotionnelle, la régularité, la clarté et surtout l'alignement avec l'état intérieur. Une affirmation n'est pas une formule magique. C'est une direction donnée à l'esprit, un signal répété qui oriente progressivement le système interne. Lorsque certaines paroles sont répétées avec attention et intention, elles commencent à créer de nouvelles connexions. Le cerveau, qui fonctionne par association et répétition, intègre ces phrases comme de nouvelles références possibles. Au début, elles peuvent sembler étrangères, voire irréalistes. Une personne habituée à penser en termes de limitation peut ressentir un décalage en répétant une affirmation d'expansion. Ce décalage est normal. Il révèle simplement la différence entre l'ancien programme et le nouveau signal introduit.
Avec le temps et surtout avec une pratique régulière, ce décalage diminue. Les nouvelles phrases cessent d'être perçues comme des intrusions et commencent à s'intégrer. Elles influencent la manière dont les situations sont interprétées. Par exemple, face à une opportunité, une personne qui a intégré des affirmations liées à la confiance et à la capacité sera plus encline à agir. Non pas parce qu'elle s'est forcée, mais parce que sa perception a changé. Le pouvoir des affirmations réside également dans leur capacité à agir sur l'émotion. Les mots ne sont pas uniquement des structures logiques, ils sont liés à des sensations, à des images, à des états internes. Une affirmation répétée avec présence peut générer une réponse émotionnelle. Cette réponse renforce l'impact de la phrase. Elle la rend plus vivante, plus réelle. C'est cette combinaison entre répétition et émotion qui permet une reprogrammation progressive. Cependant, toutes les affirmations ne produisent pas les mêmes effets. Certaines restent en surface, d'autres pénètrent plus profondément. La différence se situe souvent dans la précision du langage et dans la relation que l'individu entretient avec les mots qu'il utilise. Une phrase vague ou trop éloignée de l'expérience actuelle peut être rejetée par le système interne. À l'inverse, une affirmation construite de manière cohérente, ancrée dans une progression réaliste, a plus de chances d'être intégrée. Il est également important de comprendre que les affirmations ne fonctionnent pas isolément. Elles s'inscrivent dans un ensemble plus large. Si une personne répète des phrases d'abondance mais agit constamment dans la peur ou le doute, le système reçoit des signaux contradictoires. Cette contradiction ralentit l'intégration. Pour que la transformation soit plus fluide, les affirmations doivent être accompagnées d'une attention aux émotions et aux actions. L'un des aspects les plus puissants de cette pratique réside dans sa simplicité. Aucun outil complexe n'est nécessaire. Ce qui est requis, c'est une régularité et une présence. Répéter une affirmation quelquefois sans attention a peu d'impact. En revanche, la répéter quotidiennement, avec une intention claire et une certaine implication émotionnelle, crée une empreinte. Cette empreinte se renforce avec le temps. Dans ce processus, la patience joue un rôle essentiel. Les anciens schémas ne disparaissent pas instantanément. Ils ont été construits sur des années de répétition. Les nouvelles affirmations suivent le même principe. Elles s'installent progressivement. Chaque répétition est comme une goutte qui s'ajoute. Individuellement, elles semblent insignifiantes, mais accumulées, elles finissent par modifier le paysage intérieur. Un autre point important concerne le moment de la pratique. Certains moments de la journée sont plus favorables à l'intégration. Les instants où l'esprit est plus calme, moins distrait, permettent une meilleure réception. Le matin, au réveil, ou le soir, avant de dormir, sont souvent des périodes propices. L'attention est plus disponible, les résistances moins actives. Dans ces moments, les affirmations peuvent pénétrer plus profondément. La transformation ne se limite pas à la répétition consciente. Avec le temps, les nouvelles phrases commencent à émerger spontanément. Elles deviennent une partie du dialogue intérieur. Ce changement est subtil, mais significatif. Il indique que le système a intégré une nouvelle référence. À partir de là, les décisions et les réactions commencent à évoluer naturellement. Dans le contexte financier, cette évolution peut se traduire par des changements concrets. Une plus grande confiance dans les décisions, une meilleure capacité à reconnaître les opportunités, une réduction des comportements d'évitement. Ces changements ne sont pas toujours spectaculaires au début, mais ils s'accumulent, et cette accumulation crée une dynamique différente. Il est également essentiel de noter que les affirmations ne remplacent pas l'action. Elles préparent le terrain. Elles modifient la structure intérieure à partir de laquelle l'action émerge. Une action alignée avec une structure cohérente a plus de chances d'être efficace.
elle est moins freinée par des résistances internes, plus soutenue par une conviction implicite. Ainsi, les affirmations peuvent être vues comme des outils de recalibrage. Elles ajustent progressivement le système interne pour qu'il corresponde à une direction choisie. Ce recalibrage ne se fait pas en opposition avec l'ancien, mais par intégration du nouveau. Les anciennes croyances perdent de leur force à mesure que les nouvelles prennent racine. Ce processus demande une certaine discipline, mais il offre aussi une grande liberté. Il permet de reprendre une part de contrôle sur le dialogue intérieur, de choisir les mots qui nourrissent plutôt que ceux qui limitent. Cette capacité à orienter le langage interne est une forme de pouvoir souvent sous-estimée. Au fil du temps, cette pratique transforme la relation à soi-même. Le discours intérieur devient plus constructif, plus cohérent, plus aligné avec les intentions. Cette transformation se reflète dans les actions, dans les décisions et dans les résultats. La réalité extérieure commence à s'ajuster à cette nouvelle structure intérieure. Ainsi, certaines paroles, répétées avec justesse, deviennent bien plus que de simples phrases. Elles deviennent des directions, des repères, des fondations. Elles participent à la construction d'une réalité différente, non pas en agissant directement sur le monde extérieur, mais en transformant le point à partir duquel ce monde est perçu et influencé. La méthode. En 3 étapes pour réécrire son code. Réécrire son propre code intérieur n'est pas un acte instantané, ni une simple décision prise en un moment d'inspiration. C'est un processus profond, structuré, presque silencieux, qui demande une présence constante et une forme de lucidité rarement cultivée. Beaucoup cherchent à changer leur réalité sans jamais toucher à ce qui la génère réellement. Ils modifient leurs actions, ajustent leurs stratégies, accumulent des connaissances. Mais la structure interne reste identique. Et tant que cette structure ne change pas, les résultats finissent toujours par revenir vers des schémas familiers. C'est pour cette raison que la transformation véritable suit une dynamique précise. Observer, déconstruire, puis reconstruire consciemment. Tout commence par une qualité particulière d'attention. Observer ne signifie pas simplement regarder ce qui se passe à l'extérieur, mais diriger le regard vers l'intérieur avec honnêteté. Cela implique de reconnaître les schémas qui se répètent, les réactions automatiques, les pensées qui surgissent dans certaines situations. Il s'agit de voir sans immédiatement juger, sans chercher à corriger, mais simplement comprendre. Cette étape est souvent négligée, car elle demande de ralentir, de sortir de l'action pour entrer dans la perception. Lorsqu'une personne commence à observer son fonctionnement interne, elle découvre des régularités. Certaines situations déclenchent toujours les mêmes émotions. Certaines décisions sont systématiquement évitées. Certains discours intérieurs reviennent comme des échos familiers. Ces répétitions ne sont pas le fruit du hasard. Elles révèlent l'existence d'un programme en arrière-plan. Observer ces patterns permet de les rendre visibles, et ce simple fait modifie déjà leur influence. Ce qui était inconscient devient progressivement conscient. Mais l'observation seule ne suffit pas. Une fois que les schémas apparaissent, une seconde phase devient nécessaire, la déconstruction. Déconstruire ne signifie pas détruire ou rejeter, mais comprendre l'origine et la logique interne de ce qui a été construit. Chaque croyance, chaque réaction a une raison d'être. Elle a été formée dans un contexte particulier, souvent pour protéger, pour s'adapter, pour donner un sens à une expérience. Reconnaître cette origine permet d'éviter une lutte inutile contre soi-même. Dans cette phase, des questions plus profondes émergent. D'où vient cette peur? Quelle expérience a donné naissance à cette croyance? Pourquoi cette situation déclenche-t-elle cette réaction? Ces questions ne cherchent pas des réponses immédiates, mais ouvrent un espace d'exploration. Elles permettent de relier le présent au passé,
de voir comment certaines conclusions ont été tirées et intégrées comme des vérités. Avec le temps, ces vérités deviennent invisibles, mais elles continuent d'influencer. Déconstruire, c'est aussi remettre en question ces conclusions. Ce qui était vrai à un moment donné ne l'est pas nécessairement aujourd'hui. Une croyance formée dans un contexte limité peut continuer à agir dans un environnement différent. Par exemple, une idée comme « il faut éviter les risques pour être en sécurité » peut avoir été utile dans une situation précise, mais devenir un obstacle dans un autre contexte. En identifiant ces décalages, il devient possible de relâcher l'emprise de ces anciennes structures. Cette phase demande une certaine douceur. Se confronter à ses propres mécanismes peut être inconfortable. Des résistances peuvent apparaître, des justifications, des tentatives de retour à l'ancien fonctionnement. Ces réactions font partie du processus. Elles indiquent simplement que le système cherche à maintenir sa cohérence. Les accueillir sans se laisser absorber permet de continuer le mouvement. Une fois que les anciennes structures sont reconnues et partiellement relâchées, une troisième étape devient accessible, la reconstruction consciente. C'est ici que la direction change réellement. Il ne s'agit plus seulement de comprendre ce qui est, mais de définir ce qui peut être. Cette reconstruction repose sur un choix. Choisir de nouvelles croyances, de nouvelles perceptions, de nouveaux modes de fonctionnement. Ce choix ne se fait pas dans l'abstraction. Il s'appuie sur des pratiques concrètes. Les affirmations, la visualisation, l'attention portée aux émotions, les actions alignées deviennent des outils. Ils permettent d'introduire de nouvelles références dans le système. Chaque répétition renforce ces nouvelles structures. Chaque action cohérente confirme cette direction. La reconstruction consciente ne consiste pas à créer une version idéale irréaliste, mais à aligner progressivement l'intérieur avec une vision plus expansive. Cela implique d'ajuster le discours intérieur, de cultiver des états émotionnels plus stables et de poser des actions en cohérence avec cette nouvelle orientation. Ce processus demande de la régularité. Il ne s'agit pas d'un effort ponctuel, mais d'une discipline intérieure. Au fil du temps, ces nouvelles structures commencent à s'ancrer. Les anciennes réactions perdent de leur intensité. Les nouvelles deviennent plus naturelles. Ce qui demandait un effort conscient devient progressivement automatique. Le système s'adapte, se réorganise. Les décisions changent, les comportements évoluent et les prinams suivent cette transformation. Ce processus révèle une dynamique essentielle. La transformation ne vient pas d'un seul moment décisif, mais d'une accumulation de micro-ajustements. Chaque observation, chaque remise en question, chaque nouvelle action contribue à modifier la trajectoire. Individuellement, ces éléments peuvent sembler insignifiants, mais ensemble, ils créent une évolution réelle. Il est important de comprendre que cette méthode n'est pas linéaire. Il peut y avoir des retours en arrière, des moments de doute, des phases de stagnation. Ces variations ne signifient pas un échec, mais font partie du mouvement. Elles offrent des occasions supplémentaires d'observer, de comprendre et d'ajuster. La constance dans l'attention permet de traverser ces phases sans perdre la direction. Dans le contexte de la réalité financière, cette méthode apporte une profondeur nouvelle. Elle ne se limite pas à des stratégies externes, mais agit à la source des décisions. En modifiant la structure interne, elle influence la manière dont les opportunités sont perçues, les risques évalués, les actions entreprises. Cette influence, bien que subtile, devient visible avec le temps. L'un des effets les plus significatifs de ce processus est la sensation de cohérence. Lorsque l'intérieur et l'extérieur commencent à s'aligner, une forme de stabilité apparaît. Les décisions deviennent plus claires, les hésitations diminuent et l'énergie est utilisée de manière plus efficace. Cette cohérence renforce la confiance, non pas comme une idée, mais comme une expérience.
Réécrire son code intérieur, c'est donc entrer dans une relation différente avec soi-même. C'est passer d'un fonctionnement automatique à une présence consciente. C'est reconnaître que, même si certaines structures ont été héritées, elles peuvent être transformées. Cette transformation ne supprime pas le passé, mais le réintègre dans une nouvelle dynamique. Avec le temps, ce travail intérieur modifie la manière dont la réalité est vécue. Les situations ne sont plus perçues uniquement comme des contraintes ou des opportunités externes, mais comme des interactions avec un système intérieur en évolution. Cette perception ouvre un espace de liberté. Elle permet d'agir avec plus de clarté, plus de précision, et surtout avec une compréhension plus profonde des mécanismes en jeu. Ainsi, observer, déconstruire et reconstruire ne sont pas simplement des étapes théoriques. Ce sont des mouvements vivants qui se répètent, s'affinent et s'approfondissent. Ils constituent une méthode, mais aussi une manière d'être. Une manière de se tenir face à soi-même et face au monde, avec une attention qui transforme progressivement ce qui semblait immuable. La cascade d'abondance, le flux invisible. Derrière ce que l'on appelle abondance, se cache un mouvement bien plus subtil qu'une simple accumulation de ressources. Ce mouvement n'est pas chaotique, ni distribué au hasard. Il suit une dynamique, un flux, une logique invisible qui échappe à ceux qui ne regardent que les résultats apparents. Beaucoup cherchent à obtenir plus sans jamais comprendre comment ce flux circule, pourquoi il semble naturel pour certains et bloqué pour d'autres. Et pourtant, l'abondance n'est pas uniquement une question d'effort ou de mérite. Elle est liée à une circulation, à une capacité à recevoir, à maintenir et à redistribuer une énergie sous différentes formes. Lorsque l'on observe la nature, on remarque que rien ne reste figé. L'eau coule, l'air circule, les cycles se succèdent. Ce qui stagne finit par se dégrader. Ce principe s'applique également à l'énergie financière. L'abondance n'est pas une possession immobile, mais un flux dynamique. Elle entre, elle circule, elle se transforme. Ceux qui tentent de la retenir par peur ou de la forcer par tension perturbent ce mouvement naturel. À l'inverse, ceux qui comprennent cette circulation développent une relation plus fluide avec ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils donnent. La première clé de ce flux invisible réside dans la perception. Une personne qui voit le monde comme un espace limité où les ressources sont rares et difficiles à obtenir adopte des comportements de protection. Elle retient, hésite, doute. Cette posture intérieure crée une contraction. Et cette contraction influence directement la manière dont les opportunités sont perçues et utilisées. À l'inverse, une personne qui perçoit l'abondance comme un flux en mouvement développe une ouverture différente. Elle est plus attentive, plus réceptive, plus disponible à ce qui se présente. Ce changement de perception ne repose pas sur une illusion naïve, il s'appuie sur une observation fine des mécanismes. L'abondance ne signifie pas que tout est accessible sans effort, mais que les possibilités sont plus nombreuses que ce que l'on croit lorsque l'on reste enfermé dans une vision limitée. Cette ouverture permet de reconnaître des opportunités là où d'autres ne voient que des contraintes. Elle modifie la manière d'interagir avec le monde. La seconde clé concerne la relation à la valeur. L'abondance circule là où la valeur est créée, reconnue et échangée. Cette valeur ne se limite pas à l'argent. Elle inclut les compétences, les idées, la capacité à résoudre des problèmes, à créer des connexions, à apporter quelque chose d'utile ou de significatif. Une personne qui développe sa capacité à créer de la valeur devient naturellement un point d'attraction pour ce flux, non pas par magie, mais par cohérence. Cependant, cette capacité peut être bloquée par des croyances internes. Si une personne doute de sa propre valeur, elle peut inconsciemment limiter ce qu'elle offre ou accepter moins que ce qu'elle mérite.
Cette limitation crée une rupture dans le flux. Elle empêche la circulation naturelle de s'établir. À l'inverse, reconnaître et développer sa valeur permet d'entrer dans une dynamique plus équilibrée. Donner et recevoir deviennent deux aspects d'un même mouvement. La troisième clé réside dans la circulation elle-même. L'abondance ne s'accumule pas de manière saine lorsqu'elle est immobilisée par la peur. Elle circule, se transforme, revient sous différentes formes. Ce principe ne signifie pas qu'il faut agir sans discernement, mais qu'il est nécessaire de maintenir un équilibre. Une personne qui retient excessivement par crainte de manquer peut créer une tension qui bloque le flux. Une personne qui dépense sans conscience peut également déséquilibrer ce mouvement. La justesse se trouve dans une relation consciente à ce qui entre et à ce qui sort. Cette circulation est également influencée par l'état intérieur. Une personne en état de stress ou de peur aura tendance à prendre des décisions défensives. Ces décisions peuvent limiter les possibilités à long terme. À l'inverse, un état de calme et de clarté permet des choix plus alignés. Ces choix favorisent une circulation plus harmonieuse. Ainsi, le flux d'abondance n'est pas uniquement externe. Il est profondément lié à la qualité de l'état intérieur. Un autre aspect essentiel de cette dynamique est la confiance. Non pas une confiance aveugle, mais une confiance fondée sur l'observation et l'expérience. Cette confiance permet de rester ouvert même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Elle soutient la continuité de l'action. Sans elle, la personne peut interrompre le processus au premier obstacle, ce qui coupe le flux avant qu'il ne puisse se stabiliser. La patience joue également un rôle déterminant. Le flux d'abondance ne se manifeste pas toujours instantanément. Il suit un rythme. Les actions posées aujourd'hui peuvent produire des prinams plus tard. Comprendre ce décalage permet de maintenir une direction sans se laisser décourager par l'absence de résultats immédiats. Cette patience renforce la stabilité du système. Il est également important de noter que ce flux n'est pas uniforme. Il peut y avoir des périodes d'expansion et des périodes de ralentissement. Ces variations font partie du mouvement. Les interpréter comme des signes d'échec peut perturber l'équilibre. Les observer comme des phases naturelles permet de s'ajuster sans perdre la cohérence. La notion de cascade prend ici tout son sens. Une petite modification dans la structure intérieure peut entraîner une série de changements. Une décision différente peut ouvrir une nouvelle opportunité. Cette opportunité peut mener à une autre. Progressivement, un enchaînement se crée. Ce processus n'est pas toujours linéaire, mais il suit une logique. Chaque élément influence le suivant. Cette cascade peut également fonctionner dans l'autre sens. Des croyances limitantes, des décisions basées sur la peur, des actions incohérentes peuvent créer une série de blocages. Ces blocages renforcent la perception de limitation, ce qui alimente le cycle. Comprendre cette dynamique permet d'intervenir à différents niveaux pour réorienter le mouvement. Dans cette perspective, l'abondance devient moins une destination qu'un état de circulation. Elle ne se réduit pas à un montant ou à une possession, mais à une relation fluide avec ce qui circule. Cette relation se construit progressivement à travers les choix, les perceptions et les états intérieurs. Ce processus invite à une forme de responsabilité consciente. Non pas une responsabilité lourde, mais une attention portée à la manière dont le flux est accueilli et dirigé. Chaque décision, chaque interaction devient une opportunité d'ajuster cette relation. Avec le temps, ces ajustements créent une stabilité. Ainsi, la cascade d'abondance n'est pas un phénomène mystérieux réservé à quelques-uns. Elle est le résultat d'une interaction entre des principes simples mais souvent ignorés. Perception, valeur, circulation, état intérieur, confiance et patience. En comprenant et en intégrant ces éléments, il devient possible de participer activement à ce flux plutôt que de le subir. Et lorsque cette participation devient consciente,
la réalité financière commence à se transformer, non pas par un changement soudain et inexplicable, mais par une évolution progressive, cohérente, alignée avec une structure intérieure qui a appris à laisser circuler ce qui, auparavant, semblait bloqué. Pourquoi la pensée seule ne suffit pas? Beaucoup ont été amenés à croire qu'il suffit de penser différemment pour transformer sa réalité. Que visualiser, affirmer ou imaginer un résultat serait suffisant pour le voir apparaître dans le monde concret. Cette idée, bien qu'elle contienne une part de vérité, reste incomplète. Elle simplifie un processus qui, en réalité, est beaucoup plus profond, plus exigeant et surtout plus global. Car la pensée, isolée du reste, n'a pas le pouvoir de créer une transformation durable. Elle peut orienter, initier, suggérer, mais elle ne peut pas, à elle seule, réorganiser la structure entière de l'expérience. La pensée est un point de départ. Elle ouvre une direction, elle propose une possibilité. Mais ce qui donne du poids à cette direction, ce qui la rend réelle dans l'expérience, c'est l'alignement avec d'autres dimensions, l'émotion, le corps, les croyances profondes et les actions. Lorsqu'une personne pense à une vie différente, mais ressent intérieurement du doute, de la peur ou une contradiction, un décalage apparaît. Et ce décalage neutralise en grande partie l'effet de la pensée. Ce phénomène est souvent invisible. Une personne peut répéter des affirmations positives tout en ressentant, au fond d'elle, une tension ou une incrédulité. Elle peut visualiser une réussite tout en portant des croyances profondes qui contredisent cette vision. Dans ce cas, la pensée consciente agit comme une fine couche en surface, tandis que les structures profondes continuent d'orienter les décisions et les réactions. Ce contraste crée une incohérence, et cette incohérence se reflète dans les résultats. Comprendre cela demande de sortir d'une vision simplifiée du fonctionnement humain. L'esprit n'est pas un système unique et homogène. Il est composé de différentes couches, certaines accessibles, d'autres moins visibles. La pensée consciente représente une petite partie de cet ensemble. Les émotions, les automatismes, les réflexes conditionnés occupent une place beaucoup plus vaste. Ignorer ces dimensions revient à travailler avec un outil partiel. L'intention, lorsqu'elle est uniquement mentale, reste fragile. Elle peut changer rapidement, être influencée par l'environnement ou disparaître face à une difficulté. En revanche, lorsque cette intention est soutenue par un état émotionnel cohérent, par une conviction intérieure et par des actions alignées, elle devient stable. Elle acquiert une forme de densité qui lui permet de se maintenir dans le temps. L'émotion joue ici un rôle central. Elle donne une intensité à la pensée, elle la rend vivante. Une idée sans émotion reste abstraite. Elle ne mobilise pas réellement le système. À l'inverse, une idée associée à une émotion forte crée une empreinte. Elle influence la mémoire, l'attention et les décisions. C'est pour cette raison que certaines expériences marquent profondément. Elles ne sont pas seulement pensées, elles sont ressenties. Cependant, l'émotion seule ne suffit pas non plus. Elle peut amplifier une direction, mais si cette direction n'est pas cohérente avec les actions, le mouvement reste incomplet. L'action est le point où l'intérieur rencontre l'extérieur. Elle traduit les intentions en résultats concrets. Sans elle, la transformation reste potentielle. Avec elle, elle devient réelle. Mais là encore, la qualité de l'action dépend de l'alignement intérieur. Une action posée dans la peur ou la contrainte n'a pas le même impact qu'une action posée dans la clarté et la confiance. Ce n'est pas seulement ce qui est fait qui compte, mais la manière dont cela est fait. L'état intérieur accompagne chaque geste, chaque décision et influence subtilement le résultat. Les croyances profondes constituent un autre élément essentiel. Elles agissent comme des filtres permanents. Elles définissent ce qui est perçu comme possible ou impossible, acceptable ou risqué.
Une personne peut penser consciemment qu'elle mérite une certaine réussite, mais si une croyance profonde affirme le contraire, cette croyance prendra le dessus dans les moments décisifs. Elle influencera les choix, souvent de manière imperceptible. Ces croyances ne se modifient pas simplement par la pensée. Elles se transforment par l'expérience, la répétition et l'intégration. C'est pourquoi l'alignement entre pensée, émotion et action est nécessaire. Il crée des expériences cohérentes qui renforcent de nouvelles croyances. Progressivement, le système interne se réorganise. Un autre aspect, souvent négligé, est la relation au temps. La pensée peut générer une attente immédiate. Elle imagine un résultat et souhaite le voir apparaître rapidement. Mais la transformation profonde suit un rythme différent. Elle demande une continuité, une persistance. Sans cette continuité, les nouvelles directions ne s'ancrent pas. Elles restent des intentions passagères. Cette compréhension permet de redéfinir la notion de création. Créer une réalité différente ne consiste pas à penser une fois, mais à maintenir un alignement dans la durée. Cela implique de revenir régulièrement à l'intention, d'ajuster les émotions, de poser des actions cohérentes et de reconnaître les résistances lorsqu'elles apparaissent. Ce processus demande de la présence. Il ne s'agit pas de contrôler chaque pensée ou chaque émotion, mais de développer une relation consciente avec ces éléments. Observer les décalages, les incohérences, sans jugement, permet de les ajuster progressivement. Cette approche est plus efficace qu'une tentative de contrôle rigide, qui génère souvent plus de tension que de transformation. Dans le domaine financier, cette dynamique devient particulièrement visible. Une personne peut penser qu'elle veut plus d'abondance, mais si elle agit de manière prudente à l'excès, évite les opportunités ou doute constamment, les résultats resteront limités. À l'inverse, une personne qui aligne sa pensée, son état émotionnel et ses actions crée une dynamique différente. Les décisions deviennent plus fluides, les opportunités mieux utilisées et les résultats évoluent. Cette cohérence crée également une forme de stabilité intérieure. Les fluctuations extérieures ont moins d'impact. La personne ne dépend plus uniquement des circonstances pour se sentir en sécurité ou confiante. Elle développe une base interne qui soutient ses actions. Cette base renforce la capacité à persévérer, même en présence d'incertitudes. Il est important de souligner que cet alignement ne signifie pas perfection. Des moments de doute, de fatigue ou d'hésitation peuvent apparaître. Ce qui compte, c'est la capacité à revenir à la direction choisie. Chaque retour renforce la cohérence. Chaque ajustement affine le processus. Avec le temps, cette pratique transforme la relation à la pensée elle-même. Elle cesse d'être perçue comme un outil unique de transformation et devient une composante d'un système plus large. Elle garde son importance, mais elle est intégrée dans une dynamique globale. Cette intégration lui donne plus de puissance, car elle n'agit plus seule. Ainsi, comprendre que la pensée seule ne suffit pas ne diminue pas son rôle. Au contraire, cela permet de l'utiliser de manière plus efficace. Elle devient une direction, un point d'ancrage, soutenu par l'émotion, les croyances et les actions. Ensemble, ces éléments créent une cohérence. Et c'est cette cohérence qui transforme réellement la réalité. Dans ce mouvement, l'intention cesse d'être un simple souhait. Elle devient une force organisée, soutenue par une structure interne alignée. Et lorsque cette structure se stabilise, les résultats cessent d'être aléatoires. Ils deviennent l'expression naturelle d'un système qui fonctionne en harmonie avec lui-même et avec le monde extérieur. Le rituel du miroir et la transformation identitaire. Se tenir face à son propre reflet semble à première vue un acte banal, presque insignifiant. Pourtant, dans ce geste simple se cache une possibilité profonde, celle de rencontrer directement l'image que l'on entretient de soi-même. Le miroir ne ment pas, mais il ne révèle pas tout non plus.
il montre une forme extérieure, un visage, une posture. Tandis que, derrière ce reflet, se dissimule une construction invisible, faite de croyances, de jugements, de souvenirs et d'interprétations. C'est cette construction qui définit l'identité. Et c'est précisément cette identité qui conditionne la manière dont une personne pense, agit et finalement vit sa réalité. La transformation identitaire ne commence pas par un changement extérieur. Elle naît dans la perception que l'on a de soi. Une personne peut acquérir de nouvelles compétences, accumuler des connaissances, améliorer ses conditions de vie. Mais si son image intérieure reste limitée, ces changements auront du mal à se stabiliser. Inversement, lorsque l'image intérieure évolue, les comportements et les décisions commencent à suivre naturellement. Le miroir devient alors un outil, non pas pour observer l'apparence, mais pour travailler cette image intérieure. Lorsque l'on se regarde sans détour, sans distraction, une forme de vérité apparaît. Des pensées surgissent, parfois automatiques, des jugements, des critiques, des comparaisons. Ces réactions ne sont pas anodines. Elles révèlent la manière dont l'identité s'est construite au fil du temps. Chaque commentaire intérieur est le reflet d'une croyance intégrée. Certaines sont valorisantes, d'autres limitantes. Le simple fait de les observer permet de prendre conscience de leur influence. Dans ce face-à-face, un phénomène particulier peut se produire. Une distance s'installe entre l'observateur et l'image observée. Cette distance ouvre un espace. Dans cet espace, il devient possible de ne plus s'identifier complètement à ce qui apparaît. Le visage dans le miroir n'est plus seulement ce que je suis, mais une expression temporaire, une représentation. Cette nuance, subtile mais essentielle, permet d'introduire un changement, car si l'identité est une construction, elle peut être transformée. Le rituel du miroir consiste précisément à utiliser cet espace pour reconfigurer cette perception. Il ne s'agit pas de nier ce qui est visible, ni de se convaincre artificiellement d'une réalité différente. Il s'agit de créer un dialogue conscient avec soi-même. Un dialogue dans lequel de nouvelles affirmations, de nouvelles visions, de nouvelles intentions sont introduites avec présence et cohérence. Lorsque ce dialogue est répété avec régularité, il commence à modifier le rapport que l'on entretient avec son propre reflet. Au début, cela peut sembler inconfortable. Regarder ses propres yeux et affirmer une nouvelle identité peut provoquer une résistance. Cette résistance est naturelle. Elle indique simplement que le système interne n'est pas encore aligné avec cette nouvelle vision. Mais avec le temps, cette résistance diminue. Les nouvelles paroles commencent à s'intégrer. Ce processus agit à plusieurs niveaux. Sur le plan mental, il introduit de nouvelles idées. Sur le plan émotionnel, il peut générer des sensations différentes, plus de calme, plus de confiance, ou parfois une intensité qui révèle des blocages. Sur le plan corporel, il modifie la posture, la respiration, la manière de se tenir. Ces différents niveaux interagissent. Ensemble, ils participent à une transformation progressive. L'un des aspects les plus puissants de ce rituel réside dans la répétition consciente. Chaque jour, en se confrontant à son reflet avec une intention claire, on renforce une nouvelle direction. Ce n'est pas une répétition mécanique, mais une pratique vivante. Chaque moment est différent, chaque interaction apporte une nuance. Avec le temps, ces nuances s'accumulent et créent une évolution réelle. La transformation identitaire ne se limite pas aux mots prononcés. Elle implique également une vision. Se voir autrement, c'est imaginer une version de soi qui incarne des qualités différentes. Cette vision ne doit pas être vague. Elle gagne en force lorsqu'elle est précise, ressentie, incarnée. En regardant son reflet, il devient possible de projeter cette vision, de l'associer à l'image présente. Ce mélange entre ce qui est et ce qui peut être
crée une transition. Cette transition influence ensuite le comportement. Une personne qui commence à se percevoir comme plus confiante, plus capable, plus alignée, adopte progressivement des actions cohérentes avec cette perception. Elle ose davantage, prend des décisions différentes, interagit autrement avec son environnement. Ces actions renforcent à leur tour la nouvelle identité. Un cercle vertueux se met en place. Il est important de comprendre que cette transformation ne consiste pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à révéler une dimension souvent ignorée de soi-même. L'identité n'est pas fixe, elle évolue en fonction des expériences, des choix et de l'attention. Le rituel du miroir offre un espace pour orienter cette évolution de manière consciente. Dans le domaine financier, cette transformation identitaire joue un rôle crucial. Une personne qui se perçoit comme limitée aura tendance à agir en conséquence, même si elle possède les ressources nécessaires pour évoluer. À l'inverse, une personne qui intègre une identité plus expansive adoptera des comportements différents. Elle sera plus attentive aux opportunités, plus ouverte aux collaborations, plus déterminée dans ses actions. Le miroir devient alors un point d'ancrage. Un lieu où l'on revient régulièrement pour ajuster, affiner, renforcer cette identité. Ce retour constant crée une stabilité. Même lorsque l'environnement extérieur est instable, cette pratique offre un repère. Elle permet de rester aligné avec la direction choisie. Il est également essentiel d'aborder ce rituel avec une certaine authenticité. Se répéter des phrases sans y être présent, sans les ressentir, limite leur impact. L'efficacité réside dans la qualité de l'attention. Être pleinement présent, regarder réellement son reflet, ressentir ce qui se passe à l'intérieur, donne une profondeur à la pratique. Cette profondeur est ce qui permet la transformation. Avec le temps, le regard porté sur soi change. Il devient moins critique, plus compréhensif, plus constructif. Cette évolution modifie la relation intérieure. Elle réduit les conflits internes, renforce la cohérence. Et cette cohérence se reflète dans les actions et les résultats. La transformation identitaire est un processus continu. Elle ne s'arrête pas à un point fixe. Elle s'adapte, évolue, s'affine. Le rituel du miroir accompagne ce mouvement. Il offre un espace pour observer, ajuster et intégrer. Il rappelle que l'identité n'est pas une donnée figée, mais une construction vivante. Ainsi, se voir autrement devient une porte vers un changement plus profond. Non pas un changement superficiel, mais une réorganisation de la manière d'être. Et lorsque cette réorganisation s'ancre, elle influence naturellement la réalité. Les décisions deviennent plus alignées, les actions plus cohérentes, les prinam plus en accord avec cette nouvelle identité. Ce face-à-face quotidien, simple en apparence, devient alors un acte de transformation. Un moment où l'on choisit consciemment la direction dans laquelle l'identité évolue. Et dans ce choix répété, quelque chose de subtil mais puissant se met en place, la capacité de devenir progressivement ce que l'on décide de reconnaître en soi. La synchronisation avec le temps intérieur. La plupart des individus organisent leur vie en fonction d'un temps extérieur, les horaires, les délais, les opportunités apparentes, les cycles visibles du monde. Tout semble dépendre de ce cadre mesurable, comme si chaque résultat était uniquement lié au bon moment, à la bonne circonstance, à une conjoncture favorable. Pourtant, derrière cette perception linéaire du temps, un autre rythme existe. Un rythme plus discret, plus profond, souvent ignoré, celui du temps intérieur. Et c'est dans cette dimension invisible que se joue une grande partie de la transformation. Le temps intérieur ne se mesure pas en minutes ou en heures. Il se manifeste à travers les états de conscience, les niveaux de clarté, les moments d'alignement. Une même opportunité peut apparaître à deux moments différents de la vie d'une personne.
et produire des résultats totalement opposés. Non pas parce que l'opportunité a changé, mais parce que l'état intérieur n'était pas le même. Cette différence révèle une vérité essentielle. Ce n'est pas seulement le moment extérieur qui compte, mais la capacité à être prêt intérieurement. Être prêt ne signifie pas être parfait ou totalement confiant. Cela signifie être suffisamment aligné pour reconnaître, accueillir et utiliser ce qui se présente. Une personne peut se trouver face à une possibilité importante et ne pas la voir, simplement parce que son attention est dirigée ailleurs ou parce que ses croyances l'empêchent de la considérer comme accessible. À l'inverse, une autre personne, dans un état différent, percevra cette même situation comme une évidence. Ce phénomène donne l'impression que certaines personnes ont de la chance, qu'elles rencontrent les bonnes circonstances au bon moment. Mais en réalité, ce que l'on appelle chance est souvent une forme de synchronisation, une correspondance entre un état intérieur et un événement extérieur. Lorsque ces deux dimensions s'alignent, l'action devient naturelle, presque fluide. Il n'y a pas de lutte excessive, pas de résistance majeure. Les décisions se prennent avec clarté. Le problème survient lorsque l'on tente de forcer cette synchronisation uniquement à travers le temps extérieur. Chercher le bon moment sans se préparer intérieurement conduit souvent à des actions précipitées ou mal alignées. À l'inverse, attendre indéfiniment une condition parfaite sans évoluer intérieurement crée une stagnation. La véritable dynamique se situe dans l'ajustement constant entre ces deux dimensions. Le temps intérieur est influencé par plusieurs facteurs. Les expériences passées, les émotions présentes, les croyances intégrées, la qualité de l'attention. Tous ces éléments contribuent à créer un état spécifique à un moment donné. Cet état détermine la manière dont la réalité est perçue. Une personne fatiguée, stressée ou dispersée n'interprétera pas les événements de la même manière qu'une personne calme, centrée et attentive. Cette différence de perception influence directement les décisions, et ces décisions, à leur tour, influencent les résultats. Ainsi, ce qui semble être une question de timing extérieur est souvent une question d'état intérieur. Comprendre cela permet de déplacer l'attention. Au lieu de chercher constamment à contrôler les circonstances, l'individu commence à travailler sur sa propre disponibilité intérieure. Cette disponibilité se développe progressivement. Elle demande une forme de présence, une capacité à observer ce qui se passe en soi sans se laisser entièrement emporter par les réactions automatiques. Elle implique aussi de reconnaître les moments où l'état n'est pas propice à certaines décisions. Agir dans la précipitation ou sous l'influence d'une émotion intense peut créer des conséquences qui auraient pu être évitées avec un peu plus de clarté. À l'inverse, savoir attendre un moment de cohérence intérieure n'est pas une perte de temps. C'est une forme d'intelligence. Ce n'est pas une attente passive, mais une préparation active. Pendant ce temps, l'individu ajuste ses perceptions, clarifie ses intentions, stabilise ses émotions. Lorsque l'action est ensuite posée, elle est plus précise, plus alignée et donc plus efficace. Ce processus ne signifie pas que tout doit être parfaitement aligné avant d'agir. Cela reviendrait à attendre indéfiniment. Il s'agit plutôt de reconnaître les signaux internes. Une sensation de clarté, une absence de tension excessive, une forme de stabilité indique souvent que le moment intérieur est plus favorable. Ces signaux deviennent des repères. Avec le temps, cette écoute s'affine. L'individu développe une sensibilité à ses propres états. Il devient capable de distinguer une impulsion basée sur la peur d'une impulsion basée sur une intuition plus profonde. Cette distinction est essentielle. Elle permet d'éviter de nombreuses erreurs et d'orienter les actions de manière plus cohérente. Dans le domaine financier, cette synchronisation joue un rôle déterminant.
les décisions importantes impliquent souvent un niveau d'incertitude. Agir trop tôt sans préparation intérieure peut conduire à des choix impulsifs. Attendre trop longtemps peut faire manquer des âmes sœurs. Trouver cet équilibre demande une attention constante. Ce n'est pas une formule fixe, mais une compétence qui se développe. Il est également important de reconnaître que le temps intérieur n'est pas isolé du temps extérieur. Les deux interagissent en permanence. Les événements extérieurs influencent les états internes et les états internes influencent la manière dont les événements sont vécus. Cette interaction crée une dynamique complexe. Comprendre cette complexité permet d'agir avec plus de finesse. La notion de synchronisation implique également une confiance, non pas une confiance aveugle, mais une confiance dans le processus. Une reconnaissance que tout ne peut pas être contrôlé, mais que l'on peut ajuster sa manière d'être. Cette confiance réduit la tension liée au besoin de tout maîtriser. Elle permet de rester ouvert, attentif, disponible. Avec le temps, cette approche transforme la relation au timing. Le moment idéal cesse d'être perçu comme quelque chose d'extérieur à attendre et devient une convergence entre un état interne et une opportunité externe. Cette convergence ne peut pas être forcée, mais elle peut être favorisée par un travail intérieur constant. Ce travail ne demande pas des efforts extraordinaires, mais une régularité, des moments de pause, d'observation, de recentrage. Une attention portée aux pensées, aux émotions, aux réactions. Chaque ajustement contribue à affiner cette synchronisation. Progressivement, les décisions deviennent plus fluides, les actions plus justes. Ainsi, comprendre le temps intérieur, c'est accéder à une dimension souvent négligée de la réalité. C'est reconnaître que la transformation ne dépend pas uniquement des circonstances, mais de la manière dont elles sont rencontrées. Et lorsque cette rencontre devient consciente, une nouvelle forme de liberté apparaît. Cette liberté ne réside pas dans le contrôle total des événements, mais dans la capacité à répondre de manière alignée. Elle permet de naviguer dans l'incertitude avec plus de stabilité, de saisir les opportunités avec plus de clarté et de laisser passer ce qui ne correspond pas sans regret excessif. Dans ce mouvement, le temps cesse d'être un adversaire ou une contrainte. Il devient un espace dans lequel l'intérieur et l'extérieur peuvent se rencontrer. Et dans cette rencontre, quelque chose de précis se produit. Une action juste, posée au moment où elle peut réellement porter ses fruits. L'activation du code et le passage à une nouvelle réalité. Arrive un moment particulier dans tout processus de transformation où quelque chose bascule. Jusqu'ici, les idées ont été explorées, les mécanismes compris, les pratiques expérimentées. Des ajustements ont été faits, parfois subtils, parfois plus visibles. Pourtant, malgré ces évolutions, une sensation peut persister, celle d'être encore dans une phase d'apprentissage, comme si tout restait encore théorique. Puis, sans annonce spectaculaire, une transition s'opère. Ce qui était autrefois perçu comme un concept commence à devenir une expérience directe. C'est ce moment que l'on peut appeler l'activation du code. Cette activation n'est pas un événement extérieur. Elle ne dépend pas d'un signal visible ou d'une validation venant de l'environnement. Elle se produit à l'intérieur, dans la manière dont les éléments étudiés, répétés et intégrés finissent par s'aligner. Ce n'est pas une accumulation supplémentaire d'informations, mais une organisation nouvelle de ce qui est déjà présent. Une cohérence apparaît, et avec elle, une stabilité différente. Avant cette transition, il peut y avoir une impression d'effort constant. Observer ses pensées, ajuster ses émotions, poser des actions conscientes demande une attention soutenue. Cela peut sembler exigeant, parfois même incertain. Mais cet effort n'est pas perdu. Il prépare le terrain.
il crée les conditions nécessaires pour que le système interne puisse se réorganiser. Chaque répétition, chaque prise de conscience, chaque ajustement contribue à cette préparation. Puis, progressivement, quelque chose change dans la manière d'agir. Les décisions ne demandent plus le même niveau de réflexion. Elles deviennent plus évidentes. Ce qui auparavant nécessitait un contrôle conscient se produit de manière plus naturelle. Les nouvelles habitudes s'installent. Les anciennes résistances perdent de leur intensité. Ce déplacement marque l'entrée dans une nouvelle dynamique. Ce passage ne signifie pas que tout devient facile ou parfaitement fluide. Des défis peuvent toujours apparaître. La différence réside dans la manière de les aborder. L'individu ne réagit plus uniquement à partir de ses anciens schémas. Il dispose d'une structure interne plus stable, qui lui permet de répondre avec plus de clarté. Cette stabilité est le signe que le code a commencé à s'activer. L'un des indicateurs les plus subtils de cette activation est le changement de perception. Le monde extérieur peut rester identique, mais la manière dont il est interprété évolue. Ce qui semblait complexe devient plus lisible. Ce qui paraissait inaccessible devient envisageable. Cette transformation de la perception influence directement les actions. Et ces actions produisent des résultats différents. Dans le domaine financier, ce passage est particulièrement perceptible. Les opportunités qui passaient inaperçues deviennent visibles. Les décisions qui étaient évitées sont prises avec plus de confiance. Les comportements liés à la peur ou à la limitation diminuent. Ce n'est pas un changement brusque, mais une évolution progressive qui finit par créer une différence tangible. Il est important de comprendre que cette activation ne se produit pas en un instant unique. Elle peut se manifester par étapes, par moments de clarté suivis de phases d'ajustement. Chaque étape renforce la suivante. Avec le temps, ces moments de clarté deviennent plus fréquents, plus stables. La nouvelle réalité commence à s'installer. Cette réalité ne correspond pas forcément à une image idéale ou parfaite. Elle est simplement plus alignée avec la structure intérieure. Les résultats deviennent plus cohérents avec les intentions. Les contradictions diminuent. Cette cohérence crée une sensation de fluidité. Les actions s'enchaînent avec moins de friction. Un autre aspect essentiel de cette transition est la responsabilité. Lorsque le code est activé, il devient plus difficile d'attribuer les résultats uniquement aux circonstances extérieures. L'individu prend conscience de son influence. Cette prise de conscience peut être libératrice, mais elle demande aussi une certaine maturité. Elle implique de reconnaître que chaque choix, chaque réaction participe à la création de l'expérience. Cette responsabilité n'est pas une charge. Elle est une possibilité. Elle permet d'agir de manière plus consciente, de corriger les trajectoires, d'ajuster les décisions. Elle offre une liberté que l'on ne perçoit pas lorsque l'on se considère uniquement comme soumis aux événements. Cette liberté s'accompagne d'une vigilance. Il devient nécessaire de rester attentif aux états internes, aux pensées, aux émotions. Avec le temps, cette vigilance devient plus naturelle. Elle ne demande plus un effort constant. Elle s'intègre dans le fonctionnement quotidien. L'individu développe une forme de présence qui l'accompagne dans ses actions. Cette présence permet de maintenir l'alignement, même dans des situations complexes. Le passage à une nouvelle réalité implique également un changement dans la relation au passé. Les anciennes expériences ne disparaissent pas, mais leur influence diminue. Elles ne définissent plus les limites. Elles deviennent des références, des points d'apprentissage. Cette transformation permet de se libérer de certaines identifications. L'identité évolue. Cette évolution identitaire est au cœur du processus. Tant que l'individu se perçoit à travers ses anciennes limites, il aura tendance à reproduire les mêmes schémas. Lorsque cette perception change, les possibilités s'élargissent. Les actions suivent cette nouvelle vision.
La réalité se transforme en conséquence. Il est également important de noter que cette transition peut être déstabilisante. Quitter un fonctionnement familier, même s'il est limitant, peut créer une sensation d'incertitude. Le nouveau n'est pas encore totalement stabilisé et l'ancien perd de sa force. Cette phase intermédiaire demande de la confiance. Elle fait partie du processus. Cette confiance ne repose pas sur des certitudes extérieures, mais sur l'expérience intérieure accumulée. Les changements déjà observés, même subtils, deviennent des repères. Ils rappellent que la transformation est en cours. S'appuyer sur ces repères permet de continuer à avancer sans revenir systématiquement aux anciens schémas. Avec le temps, la nouvelle réalité cesse d'être perçue comme quelque chose d'extraordinaire. Elle devient normale. Ce qui paraissait difficile devient naturel. Ce qui semblait inaccessible devient courant. Cette normalisation est un signe que l'intégration est en cours. Le système interne s'est adapté. Ce processus ne marque pas une fin, il ouvre une nouvelle phase. D'autres niveaux de compréhension, d'autres ajustements, d'autres transformations peuvent apparaître. La dynamique reste vivante. L'activation du code n'est pas un point final, mais un passage vers une manière différente de fonctionner. Ainsi, ce moment où tout cesse d'être théorique ne dépend pas d'une révélation extérieure, mais d'une intégration intérieure. Il naît de la répétition, de l'observation, de l'ajustement. Il se manifeste lorsque les différentes dimensions de l'être s'alignent suffisamment pour créer une cohérence. Et dans cette cohérence, quelque chose devient évident. La réalité n'est plus simplement subie. Elle devient en partie le reflet d'un système intérieur conscient, organisé et actif. Ce passage marque une transformation profonde, non pas parce qu'il change tout instantanément, mais parce qu'il modifie la source à partir de laquelle tout est créé. Comprendre ne suffit pas. Entendre, apprendre, accumuler des idées ne transforme rien en profondeur. Ce qui change véritablement une trajectoire, ce n'est pas l'accès à un savoir, c'est la manière dont ce savoir est intégré, répété et incarné dans le réel. Beaucoup s'arrêtent au seuil de la compréhension. Ils reconnaissent la logique, ressentent une forme d'évidence, puis retournent à leurs anciens schémas. Non pas par manque d'intelligence, mais par absence d'intégration. Car intégrer demande autre chose qu'un simple intérêt. Cela demande de la constance. Une capacité à revenir encore et encore vers une même direction, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. Cela demande d'observer ses propres mécanismes, de les ajuster, de traverser les résistances sans abandonner. Et surtout, cela demande d'accepter que la transformation ne soit pas spectaculaire au départ, mais progressive, presque invisible. Ce que vous avez découvert ici n'est pas une promesse facile, ce n'est pas une formule rapide. C'est une structure, un ensemble de principes qui, lorsqu'ils sont appliqués avec cohérence, modifient en profondeur la manière dont une réalité se construit. Mais cette structure reste inerte tant qu'elle n'est pas activée par l'action consciente. Tant qu'elle reste au niveau de la pensée, elle ne produit aucun priname réel. À partir de maintenant, une distinction apparaît clairement. D'un côté, ceux qui consomment des idées sans jamais les incarner. De l'autre, ceux qui choisissent de tester, d'appliquer, d'ajuster. Cette différence, en apparence subtile, crée avec le temps un écart immense. Non pas parce que certains ont accès à plus d'informations, mais parce qu'ils utilisent différemment ce qu'ils savent déjà. Chaque principe abordé peut devenir un point d'ancrage. Chaque pratique peut devenir un levier, mais uniquement si elle est utilisée, répétée, intégrée dans le quotidien. C'est dans cette répétition que quelque chose change. Lentement au début, puis de manière plus visible, le système interne s'adapte, les décisions évoluent, les résultats suivent. La question qui se pose maintenant n'est pas théorique, elle est
profondément personnelle. Elle ne concerne pas la validité de ce qui a été présenté, mais votre position face à cela. Car au fond, il est toujours possible de refermer cette compréhension et de revenir à un fonctionnement automatique. Tout comme il est possible de prendre un seul élément, de l'appliquer sincèrement et d'observer ce qui change. Ce moment est un point de bascule potentiel, non pas parce qu'il impose une transformation immédiate, mais parce qu'il ouvre une possibilité claire, celle de ne plus fonctionner uniquement par habitude, celle de devenir, progressivement, plus conscient des mécanismes en jeu, et surtout, celle de reprendre une forme de direction intérieure. La majorité continuera à ignorer ce type de processus, non pas parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'il demande une implication réelle, une présence, une discipline intérieure que peu choisissent de cultiver sur la durée. Mais pour ceux qui font ce choix, les résultats ne reposent plus uniquement sur des circonstances extérieures. Ils deviennent le reflet d'un travail intérieur aligné. Alors la véritable question n'est plus de savoir si ce code existe, ni même de comprendre comment il fonctionne. La seule question qui demeure est celle-ci. Allez-vous le laisser au niveau de l'idée ou allez-vous commencer, même de manière simple, à l'incarner pour redéfinir votre réalité ?